Tu ferais mieux d'arrêter d'écrire tout ça, ça pourrait se retourner contre toi. Il a dit cette phrase sans colère, presque avec douceur, comme un conseil, comme une main posée sur l'épaule, pour vous éviter une erreur. Nous étions dans la cuisine, un matin ordinaire, la lumière encore basse, le café à peine servi. Ma fille était sortie quelques minutes plus tôt. Il avait attendu d'être seul avec moi. Je l'ai regardé sans répondre. Mon carnet était posé sur la table, fermé. Un objet banal, usé, sans valeur apparente. Je notais dedans depuis des années. Des dates, des phrases entendues, des décisions prises sans moi. Des détails que je ne voulais pas oublier. Pas par obsession. Par clarté. Parce que j'ai toujours su que la mémoire, avec le temps, peut être contestée. Mon gendre a poursuivi, toujours sur le même ton calme. À ton âge, on peut mal interpréter certaines choses. Et puis, ça inquiète inutilement. Cette phrase a résonné en moi avec une précision presque chirurgicale. Elle ne parlait pas de mon carnet. Elle parlait de moi. De ma crédibilité. De la facilité avec laquelle on peut faire passer une femme âgée pour confuse, simplement en répétant qu'elle l'est peut-être. Mais je n'ai pas protesté. Pas ce jour-là. Je sentais que ce moment marquait quelque chose d'irréversible. Jusqu'ici, ces interventions avaient été indirectes, enveloppées de bonnes intentions. Là, pour la première fois, il tentait explicitement de me faire taire, de m'empêcher de garder une trace. Il a pris le carnet dans sa main, l'a feuilleté rapidement, sans vraiment lire. Juste assez pour comprendre que ce n'étaient pas des pensées vagues, mais des notes structurées, des dates soulignées, des phrases exactes entre guillemets. Je voyais son regard changer. L'assurance tranquille laissait place à une inquiétude mal dissimulée. Tu devrais te reposer davantage, a-il ajouté en reposant le carnet. Laissez les choses se faire. Laissez les choses se faire. Cette expression avait longtemps été présentée comme une marque de sagesse. Ce matin-là, elle prenait un autre sens. Elle signifiait « Laisse à nous décider. Laisse à nous écrire l'histoire à ta place. » Je me suis entendu répondre, très calmement. J'écris pour me souvenir. Il a souri, mais ce sourire n'avait plus rien de bienveillant. Justement, à cet instant précis, j'ai compris que ce carnet, si modeste en apparence, représentait une menace. Pas parce qu'il contenait des accusations, mais parce qu'il contenait des faits. Et les faits, lorsqu'ils sont consignés avec méthode, résistent au récit qu'on construit après coup. Je suis resté seul dans la cuisine longtemps après son départ. Le café avait refroidi. J'ai ouvert le carnet. J'ai relu la dernière page écrite la veille. Une date, une phrase prononcée par mon gendre. Le contexte exact. Rien de spectaculaire. Mais une continuité. Une cohérence qui racontait une histoire bien différente de celle qu'on essayait de m'imposer. Je me suis alors souvenu d'autres moments. Des discussions écourtées. Des décisions présentées comme urgentes. Des phrases du type « on en a déjà parlé », alors que ce n'était pas vrai. À chaque fois, j'avais noté. Sans savoir pourquoi, exactement. Comme si une part de moi pressentait que la parole seule ne suffirait pas. La peur est arrivée après. Une peur froide, lucide. Pas celle de la confrontation, mais celle de l'effacement. Celle d'être peu à peu décrite, comme quelqu'un dont les souvenirs ne seraient plus fiables, dont les intentions seraient suspectes, dont les écrits pourraient être présentés comme des obsessions. Cette peur-là est dangereuse. Elle pousse à se taire, à douter de soi. Je me suis levé, j'ai rangé le carnet dans mon sac. Pas dans un tiroir, pas dans un endroit accessible. Je savais désormais qu'il ne s'agissait plus d'un simple journal personnel. Il devenait une preuve potentielle. Et ce changement de statut changeait tout. Ce jour-là, je n'ai rien dit à ma fille. Pas par mensonge, par stratégie. J'avais compris que toute réaction émotionnelle serait exploitée, que toute explication familiale serait retournée. Ce qui se jouait dépassait le cadre intime. Cela concernait le droit de garder une trace, de documenter sa propre réalité. Mon gendre croyait que me faire taire suffisait à contrôler le récit. Il croyait que l'âge rend la parole fragile. Il ignorait une chose essentielle. Ce que l'on écrit avec constance finit toujours par peser plus lourd que ce que l'on plus affirme avec assurance. Ce matin-là, sans éclat, sans menace, j'ai compris que je n'étais plus seulement observatrice d'un malaise familial. J'étais devenue la gardienne d'une chronologie.
Et quelqu'un venait de m'indiquer, sans le vouloir, à quel point elle comptait. Avant que ce carnet ne devienne un objet de tension, il y avait eu toute une vie où je n'avais jamais ressenti le besoin de me protéger par l'écrit. J'avais grandi dans une époque où la parole donnée suffisait, où les décisions familiales se prenaient autour d'une table, sans arrière-pensée apparente. On ne consignait pas les choses par crainte, mais par habitude, pour se souvenir, pas pour se défendre. Je me suis mariée jeune, avec l'idée simple que la confiance est un socle. Mon mari et moi n'avions pas grand-chose, mais nous savions compter, anticiper, renoncer parfois. L'argent n'était jamais un sujet de pouvoir entre nous. Il était un outil, un moyen de tenir, de construire, d'aider nos enfants à prendre leur place dans le monde. J'ai longtemps cru que cette manière de faire s'imprimait naturellement dans les générations suivantes. Quand ma fille est devenue adulte, je l'ai accompagnée sans jamais m'imposer. Je voulais être présente sans être intrusive, utile sans être envahissante. J'ai aidé quand il le fallait, financièrement parfois, sans condition, sans attente de retour. Donner faisait partie de ma manière d'aimer. Je n'y voyais aucun danger. L'arrivée de mon gendre dans nos vies n'a rien changé, au début. Il était poli, attentif, parfois un peu trop sûr de lui, mais je mettais cela sur le compte de la jeunesse et de l'ambition. Il parlait souvent d'organisation, d'efficacité, de modernité. Je l'écoutais avec curiosité, sans méfiance. Il semblait vouloir bien faire. Je n'avais aucune raison d'en douter. Peu à peu, cependant, un léger décalage s'est installé. Rien de brutal. Rien qui mérite une alarme immédiate. Des conversations où il parlait davantage que moi. Des décisions évoquées, comme déjà actées. Des phrases qui commençaient par « On a pensé que ce serait mieux ainsi ». Je me disais que c'était normal. Que les rôles évoluent. Que vieillir, c'est aussi accepter de laisser faire. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire. Sans en avoir pleinement conscience. Pas pour surveiller. Pas pour me méfier. Simplement pour garder une trace. Une date, une phrase entendue, un rendez-vous reporté. J'avais toujours aimé noter. Cela m'aidait à ordonner mes pensées. Je n'imaginais pas encore que ces notes prendraient un autre sens. La vie d'avant était faite de compromis silencieux. Je choisissais la paix plutôt que l'insistance. Je préférais me dire que certaines choses n'avaient pas besoin d'être clarifiées. Je croyais que l'essentiel se voyait sans être écrit. Cette croyance m'a longtemps protégée. Elle a fini par me fragiliser. Avec le temps, j'ai senti que ma parole pesait moins. On m'écoutait par politesse, pas par nécessité. On me rassurait au lieu de me consulter. Quand je posais une question précise, on me répondait par une généralité. Je notais ces moments sans les interpréter. Je pensais encore qu'il s'agissait de maladresse, pas d'une stratégie. Mais ma fille, prise entre son rôle de fille et celui d'épouse, cherchait l'équilibre. Elle me disait de ne pas m'inquiéter, que son mari gérait bien les choses, qu'il fallait lui faire confiance. Je voyais bien qu'elle voulait éviter le conflit. Je ne voulais pas être celle qui complique. Alors je me taisais davantage. Et j'écrivais un peu plus. Le carnet s'est rempli lentement. Des lignes sobres, sans émotion excessive. Je notais ce qui était dit, pas ce que je ressentais. Cette précision me semblait importante, même si je n'aurais pas su dire pourquoi. Je voulais rester juste. Je refusais de transformer mes doutes en accusations. L'écriture était un moyen de rester honnête avec moi, à même. La vie d'avant n'était pas une erreur. Elle était fondée sur une confiance réelle, construite sur des années de cohérence et d'efforts partagés. Mais elle reposait aussi sur une idée fragile, celle que personne n'aurait intérêt à détourner cette confiance. Je n'avais pas envisagé que l'argent puisse modifier les équilibres, ni que l'âge puisse devenir un argument. Quand je repense aujourd'hui à cette période, je ne la regarde pas avec amertume. Je la regarde avec lucidité. J'étais une femme autonome, compétente, respectée, qui n'a pas vu venir le moment où cette image pourrait être réécrite par d'autres. Pas par méchanceté déclarée, mais par opportunisme tranquille. Le carnet n'est pas né d'une peur. Il est né d'un glissement. D'un moment où j'ai senti que la mémoire seule ne suffirait plus. Et c'est cette vie, Allah, faite de confiance, de dons silencieux et de décisions assumées, qui donne aujourd'hui à mes notes leur poids réel. Parce qu'elles ne racontent pas une rupture soudaine, mais une continuité lentement déplacée.
Les premiers signes de rejet ne sont jamais spectaculaires. Ils se glissent dans le quotidien avec une douceur trompeuse, presque polie. On ne vous repousse pas, on vous contourne. On ne vous contredit pas, on vous neutralise lentement, jusqu'à ce que votre parole devienne accessoire. Au début, c'était des détails, des conversations qui se poursuivaient sans moi, alors que j'étais encore dans la pièce. Des décisions évoquées à la fin d'un repas, comme si elles avaient déjà été discutées auparavant. Quand je demandais quand cela avait été décidé, mon gendre répondait calmement. « On en a parlé, tu ne t'en souviens pas ?» Cette phrase, je l'ai notée. Pas parce qu'elle était violente, mais parce qu'elle installait un doute. Pas sur les faits, mais sur moi. Elle insinuait que l'oubli venait de mon côté, que la faille était intérieure. Et face à ce type de remarques, il est difficile de se défendre sans paraître justement sur la défensive. Peu à peu, on a cessé de me demander mon avis sur des sujets qui me concernaient directement. On me présentait les choses, une fois qu'elles étaient engagées. C'est plus simple ainsi. On voulait éviter du stress. Toujours les mêmes justifications, dites avec calme, presque avec sollicitude. Je continuais pourtant à être utile. On me demandait de l'aide, des services, parfois de l'argent. J'étais encore celle sur qui on pouvait compter. Mais je n'étais plus celle qui décidait. Cette dissociation est insidieuse. On vous garde pour ce que vous apportez, pas pour ce que vous pensez. Les humiliations étaient discrètes, presque élégantes. Un soupir quand je posais une question. Un sourire condescendant quand je demandais un document. C'est compliqué, tu sais. Ce sont des choses techniques. À force d'entendre ces phrases, on finit par hésiter avant de parler. Par reformuler mentalement ce qu'on veut dire, pour ne pas paraître déplacé. Ce n'est pas le silence qu'on vous impose. C'est l'autocensure qu'on installe. Ma fille, souvent, se taisait. Elle regardait son mari parler, expliquer, rassurer. Je voyais bien qu'elle voulait croire que tout était sous contrôle. Son silence n'était pas une attaque, mais il avait le même effet. Il validait l'idée que je pouvais me tromper, que mon inquiétude était excessive, que je devais apprendre à lâcher prise. Un jour, j'ai entendu mon gendre dire à quelqu'un, sans se cacher, « Elle est très attachée à ses habitudes. Il faut y aller doucement. » Cette phrase, je l'ai notée aussi. Parce qu'elle ne parlait pas d'habitude. Elle parlait de moi comme d'un obstacle à gérer, comme d'un élément sensible dans un système qu'il contrôlait de plus en plus. Elle me plaçait du côté de la résistance irrationnelle, pas de la décision légitime. À partir de là, j'ai commencé à observer plus attentivement. Les regards échangés quand je parlais. Les silences qui suivaient certaines de mes remarques. Les changements de sujet trop rapides. Je ne protestais pas. Je notais. Non par vengeance, mais par besoin de clarté. Je me rendais compte que plus je me taisais, plus mon gendre parlait à ma place. Il reformulait mes propos, les simplifiait, parfois les corrigeait. Mais, ce que maman veut dire. Cette phrase revenait souvent. Elle semblait anodine. Elle ne l'était pas. Elle retirait à ma parole son autorité directe. Je me suis surprise à douter de moi. Pas de mes souvenirs précis, mais de leur légitimité. Avais-je le droit d'insister? De demander des explications? De refuser certaines décisions? Ce doute-là est redoutable. Il ne vous attaque pas frontalement. Il vous érode de l'intérieur. Le carnet est devenu alors plus précis. Je notais les dates exactes, les lieux, les personnes présentes. Je recopiais les phrases telles qu'elles avaient été prononcées, sans les commenter. Cette rigueur me permettait de rester ancré dans le réel. Quand on tente de vous faire glisser vers le flou, la précision est une forme de résistance. Mon gendre, lui, gagnait en assurance. Plus je me faisais discrète, plus il se sentait légitime. Il parlait de projets à long terme, de décisions à anticiper. Il utilisait ce ton calme, rationnel, qui donne l'impression que toute opposition serait émotionnelle, donc suspecte. Je comprenais peu à peu que ce qui se jouait n'était pas un simple conflit de génération. C'était une mise à l'écart progressive, rendue possible par mon âge, par mon silence ancien, par la confiance que j'avais accordée trop longtemps. Et cette mise à l'écart se faisait sans cri, sans brutalité, presque sans trace visible. Sauf une. Le carnet. Chaque page était une réponse silencieuse à ce qu'on essayait de m'imposer. Chaque note était une manière de dire « Je suis là,
Je vois. Je comprends. Mon gendre croyait que me faire douter suffirait à me faire taire. Il n'avait pas compris que le doute peut aussi éveiller une vigilance nouvelle. Ce jour-là, sans confrontation, sans éclat, j'ai cessé de vouloir être rassuré. J'ai commencé à vouloir vérifier. La goutte d'eau n'a pas été une scène violente, ni une phrase criée. Elle a pris la forme d'un papier oublié, laissé trop en évidence pour que je ne le voie pas. Un document administratif, glissé dans une chemise beige, posé sur le bureau comme si l'on avait fini par oublier que je pouvais encore lire sans aide, relier des informations, comprendre ce qui se trame quand on ne vous le dit pas. C'était un après-midi calme. La maison était silencieuse. Ma fille n'était pas là. Mon gendre non plus. Je cherchais un dossier ancien, sans urgence particulière. En ouvrant la chemise, j'ai reconnu immédiatement le vocabulaire. Ces phrases longues, prudentes, faussement neutres. Ce langage qui se veut protecteur mais qui, en réalité, prépare quelque chose. Mon nom apparaissait plusieurs fois, associé à des expressions qui m'ont fait l'effet d'un courant d'air glacé. Gestion déléguée, anticipation nécessaire, risque de décision inadaptée. Rien de frontal, rien d'accusateur. Mais tout concourait à une seule idée. Il fallait prévoir que je ne sois bientôt plus capable de décider seul. J'ai relu lentement. Chaque mot semblait choisi avec soin. On parlait de mon âge, de mon attachement aux habitudes, de la nécessité de sécuriser l'avenir. Pas une seule fois on ne me citait comme interlocutrice. Pas une seule fois on évoquait mon consentement. J'étais devenue un paramètre. J'ai cherché la date. Elle correspondait exactement à la période où mon gendre avait commencé à parler à ma place, à regrouper les informations, à dire « on s'en occupe ». Tout s'assemblait avec une précision douloureuse. Ce que j'avais pris pour de la modernité était une préparation. Ce que j'avais interprété comme de l'efficacité était une mise en récit. Ce jour-là, j'ai cessé de douter de moi. Ce n'était plus une impression diffuse, ni une inquiétude excessive. C'était un acte. Une tentative organisée de me retirer progressivement toute légitimité en m'enveloppant d'un discours rassurant. On ne cherchait pas à m'aider. On cherchait à m'écarter sans conflit. J'ai pris des photos du document. Sans hésiter. Un geste instinctif, presque ancien. Comme si une part de moi savait déjà que ce papier pouvait disparaître, aussi discrètement qu'il était apparu. Puis j'ai tout remis exactement à sa place. Je n'ai rien déplacé. Je n'ai rien froissé. Le calme devait rester intact. Quand mon gendre est rentré plus tard, je l'ai observé autrement. Sa manière de parler, de sourire, de décider prenait un sens nouveau. Chaque phrase polie cachait désormais une intention claire. Il croyait que le terrain était déjà préparé. Il croyait que je n'avais rien vu. La colère est venue plus tard. Sur le moment, il n'y avait qu'une lucidité froide. Une certitude simple. Ce qui se jouait dépassait largement un désaccord familial. Il s'agissait d'une tentative d'éviction légale, progressive, propre, presque élégante. Et cette élégance rendait la chose encore plus dangereuse. Mais je suis montée dans ma chambre et j'ai ouvert mon carnet. J'y ai noté la date, le contenu exact du document, l'endroit où je l'avais trouvé. J'ai écrit sans trembler. Pas pour me rassurer. Pour fixer. Pour ne plus laisser la réalité glisser. Puis j'ai ouvert un autre dossier. Plus ancien. Celui que je gardais depuis des années, bien avant l'arrivée de mon gendre dans nos vies. À l'intérieur, il y avait des décisions écrites de ma main. Des courriers clairs. Des choix assumés. Une continuité de pensée. Une cohérence indiscutable. Les deux récits se faisaient face. Celui d'une femme qu'on disait fragile, et celui d'une femme qui avait toujours su ce qu'elle faisait. À cet instant précis, quelque chose s'est refermé en moi. Je n'ai plus cherché à préserver une harmonie qui reposait sur mon effacement. J'ai compris que rester silencieuse sans agir serait désormais une faute non envers ma famille, mais envers moi-même. La goutte d'eau, ce n'était pas seulement ce document. C'était la certitude que quelqu'un avait décidé, à ma place, que je devais disparaître doucement du champ des décisions. Et cette certitude a transformé mon silence en préparation. Les jours qui ont suivi cette découverte ont été lourds d'un silence différent. Plus dense. Plus exigeant. Je continuais à vivre comme avant,
à répondre aux questions ordinaires, à préparer les repas, à sourire quand il le fallait. Mais quelque chose s'était déplacé en moi. Je n'étais plus dans l'attente d'un apaisement. J'étais entré dans une phase de veille. La nuit, surtout, ne me laissait aucun répit. Je me réveillais avant l'aube, avec cette impression précise que mon esprit refusait désormais de se rendormir, tant que tout n'était pas clair. Les phrases du document revenaient, leur neutralité calculée, leur bienveillance de façade. Anticipation nécessaire. Risque de décision inadaptée. Ces mots semblaient inoffensifs, pris isolément. Ensemble, ils formaient une mécanique. Je me suis interrogé sur ma part de responsabilité, sans complaisance, mais sans cruauté. Avais-je trop longtemps confondu la discrétion avec la sagesse? Avais-je cru que l'amour suffisait à garantir le respect? Je ne cherchais pas à me blâmer. Je cherchais à comprendre comment, à force de vouloir préserver la paix, j'avais laissé d'autres écrire un récit qui ne me ressemblait pas. La peur s'est invitée, elle aussi. Pas une peur panique, mais une inquiétude sourde, persistante. La peur d'être isolée. La peur de perdre ma fille si je parlais trop fort. La peur, surtout, que mon âge devienne un argument définitif, rendit chaque fois que je tenterais de reprendre la parole. Cette peur me suggérait une solution simple. Me taire encore. Attendre. Laisser passer. Je l'ai écouté. Puis je l'ai laissé de côté. J'ai repris mon carnet, celui que mon gendre avait tenté de discréditer. J'y ai écrit autrement. Plus méthodiquement. J'ai commencé à consigner des faits. Rien que des faits. Date, lieu, personne présente, phrases exactes. Pas d'interprétation. Pas de colère. Je voulais une chronologie irréprochable. Là où l'on essayait de m'enfermer dans le flou, je reconstruisais de la netteté. En écrivant, des souvenirs sont remontés. Des signatures demandées rapidement, dans une atmosphère de confiance pressée. Des documents présentés comme secondaires. Des discussions toujours repoussées à plus tard. Rien de spectaculaire pris isolément, mais ensemble, ces éléments dessinaient une ligne continue. Ce n'était pas une succession de malentendus, c'était une logique. Je priais parfois, dans le silence de la chambre. Pas pour que la situation disparaisse, ni pour que mon gendre change. Je priais pour rester lucide. Pour ne pas céder à la tentation dangereuse de me convaincre que je devais être reconnaissante, d'être prise en charge. Je demandais la force de ne pas trahir ce que je savais déjà. Un matin, en relisant mes notes, je me suis posé une question simple. Qu'est-ce ce que je refusais désormais? La réponse est venue sans hésitation. Je refusais d'être dépossédé sous prétexte de protection. Je refusais que mon âge serve d'alibi pour décider à ma place. Je refusais que la confiance que j'avais donnée soit retournée contre moi. À partir de là, une résolution calme s'est installée. Je n'avais pas besoin de confrontation immédiate. Elle serait stérile, peut-être même dangereuse. J'avais besoin de méthode, de patience, de précision. Chaque geste devait être pensé. Chaque parole pesée. Ce qui se jouait n'était plus une affaire de sentiment, mais de droit. Je savais aussi que je ne pouvais pas rester seul avec cette vérité. Le cadre familial n'était plus un espace sûr pour l'examiner. Quand l'argent et le pouvoir entrent en jeu, l'émotion brouille tout. Il fallait un lieu où l'on écoute les faits, pas les intentions affichées. Un lieu où la parole est protégée par des règles claires. Un soir, j'ai écrit une phrase dans mon carnet, sans la corriger. Je ne perds pas la tête. On essaie de me la faire baisser. Cette phrase a marqué un tournant. Elle mettait fin au doute insidieux qui tentait encore de s'installer. Elle transformait mon silence apparent en préparation consciente. Je n'étais plus en train de subir. J'étais en train de me positionner. Je ne savais pas encore quelle démarche exacte j'allais entreprendre, ni quelles conséquences elles auraient sur ma famille, sur mes liens, sur mon quotidien. Mais je savais désormais une chose essentielle. Continuer à me taire aurait été une abdication irréversible. Dans ce silence choisi, organisé, j'ai cessé d'être une femme qu'on peut rassurer pour mieux contourner. Je devenais une femme qui observe, écrit, et se prépare à faire reconnaître ce qui lui appartient. La préparation ne s'est pas faite dans la précipitation. Elle s'est installée comme une discipline intérieure, presque austère. J'avais compris que toute réaction impulsive serait retournée contre moi, que la moindre émotion visible servirait à nourrir le récit que mon gendre cherchait à imposer.
celui d'une femme inquiète, confuse, excessive. Je ne devais pas lui offrir cette matière. J'ai commencé par rassembler ce qui m'appartenait vraiment. Les preuves. Pas seulement les documents officiels, mais aussi les traces ordinaires de ma vie de décision. Les relevés anciens, les courriers conservés par habitude, les contrats signés bien avant que mon gendre ne prenne tant de place. Je les ai classés avec méthode, en suivant une logique simple. Chronologie, cohérence, continuité. Chaque papier avait une place. Chaque date devait répondre à une autre. Ce travail était long. Il exigeait de la concentration, parfois de la fatigue, mais il me rendait quelque chose de précieux, la sensation d'être à nouveau actrice. Là où l'on avait tenté de me réduire à une variable, je redevenais une personne avec une histoire lisible. Une trajectoire que l'on pouvait suivre sans interprétation abusive. J'ai pris rendez-vous à la banque. Seule. Je n'ai pas accusé. J'ai posé des questions précises. J'ai demandé des relevés détaillés sur plusieurs années, des explications écrites sur certaines opérations, des confirmations formelles. Les chiffres ne s'offusquent pas. Ils répondent. Et leurs réponses dessinaient un paysage bien différent de celui qu'on me décrivait à la maison. Ensuite, je suis allée voir un notaire. Pas celui que mon gendre évoquait parfois, mais celui que j'avais consulté autrefois, quand mon mari était encore vivant. Un homme qui connaissait mon histoire, mes choix, ma manière de réfléchir. Je lui ai apporté mon dossier et mon carnet. Je ne lui ai pas parlé de trahison. J'ai parlé de consentement, de signature, d'anticipation abusive. Il a pris le temps. Un vrai temps. Il a comparé les dates, relu les formulations, observé les absences. Puis il a posé cette phrase, simple, sans emphase. Madame, ce qui pose problème ici, ce n'est pas votre âge. C'est la manière dont on a tenté de parler à votre place. Ces mots ont résonné longtemps en moi. Ils validaient ce que je savais déjà, mais que personne n'avait encore formulé ainsi. Il m'a expliqué les protections prévues par la loi, les démarches possibles, les précautions à prendre. Il m'a surtout mis en garde contre une chose. Agir trop tôt ou trop fort. La loi protège mieux celles et ceux qui avancent avec rigueur. Sur ces conseils, j'ai sécurisé certains points essentiels. J'ai ouvert un compte bancaire exclusivement à mon nom. J'ai fait rediriger toute correspondance officielle vers mon adresse personnelle. J'ai demandé que toute décision me concernant nécessite un accord écrit, explicite, signé de ma main. Ces gestes étaient simples, presque invisibles. Mais chacun d'eux fermait une porte qu'on avait ouverte sans moi. À la maison, je continuais à me taire. Pas par peur, par stratégie. Je sentais l'agitation chez mon gendre. Il percevait un changement sans en comprendre l'origine. Il posait des questions indirectes, tentait de provoquer une réaction. Je restais calme. Mon silence n'était plus une faiblesse. Il était une frontière. Ma fille me demandait parfois si tout allait bien. Je répondais oui. Et c'était vrai. Intérieurement, je n'avais jamais été aussi claire. Ce que je faisais n'était pas contre elle, c'était pour me protéger, pour préserver ce que j'avais construit toute ma vie, sans bruit. Chaque soir, je consignais mes démarches. Les rendez-vous, les documents obtenus, les phrases exactes prononcées par les professionnels. Cette rigueur me rassurait. Quand on a tenté de vous faire passer pour confuse, la précision devient une armure. Il y avait des moments de découragement. Des soirs où je me demandais si tout cela valait la peine. Ah, si je ne risquais pas de tout perdre, pour une vérité que certains préféraient ignorer. Mais je savais désormais ce que l'inaction m'avait déjà coûté. Et je savais qu'accepter la dépossession par fatigue serait une défaite irréversible. La préparation m'a changé. Pas en femme dure, en femme exacte. Je ne cherchais plus à convaincre. Je construisais un cadre où le mensonge ne pourrait pas tenir longtemps. Je n'avais encore affronté personne. Mais le terrain était prêt. Et pour la première fois depuis longtemps, je savais que mon silence travaillait pour moi, pas contre moi. Le moment de la confrontation n'est pas arrivé dans un éclat, mais il s'est présenté comme une échéance, posée là par la procédure, froide et irréfutable. Une date, une heure, un lieu, rien de théâtral. Et pourtant, je savais que tout ce qui avait été préparé dans le silence allait enfin trouver un espace où la parole ne pourrait plus être tordue.
La convocation est arrivée par courrier officiel. Je l'ai ouverte seule, à la table de la cuisine. J'ai lu lentement, 2 fois. Il ne s'agissait pas d'une discussion familiale élargie, ni d'une tentative de médiation. C'était un cadre où chacun devrait répondre de ses actes, non de ses intentions. Ce détail change tout. Les intentions peuvent se raconter. Les actes, eux, s'examinent. Quand mon gendre a compris ce qui se préparait, son attitude a changé. L'assurance tranquille s'est fissurée. Il posait des questions détournées, cherchait à provoquer une réaction, à comprendre ce que je savais exactement. Je ne lui ai rien donné. Ni colère, ni justification, ni peur. Le silence, cette fois, n'était pas une absence. C'était une limite claire. Le jour venu, la salle était plus petite que je ne l'avais imaginé. Des murs sobres, une lumière neutre, des dossiers alignés. Rien n'invitait à l'émotion. Et c'était précisément ce qu'il fallait. Mon gendre était là, accompagné, prêt à expliquer, à contextualiser, à reprendre le contrôle par le récit. Il parlait déjà, comme s'il avait besoin d'occuper l'espace avant que les faits ne le fassent. Puis les documents ont été posés sur la table, un à un. Les relevés, les courriers, les dates. Ce qu'il avait présenté comme des ajustements mineurs est apparu pour ce que c'était réellement. Des démarches engagées, sans mon accord explicite. Des formulations préparant une mise à l'écart progressive. Des décisions anticipant une incapacité jamais constatée. Rien de spectaculaire, isolément. Mais l'ensemble dessinait une trajectoire cohérente, et cette cohérence ne jouait pas en sa faveur. Je n'ai presque rien dit. Je n'en avais pas besoin. Mon carnet précisait les circonstances, les phrases exactes, les moments où l'on m'avait rassuré sans le consulter. Les pièces s'assemblaient d'elles-mêmes. Là où il cherchait à raconter une histoire, les documents opposaient une chronologie. À mesure que l'examen avançait, son discours se fragilisait. Les justifications se contredisaient. Les réponses devenaient vagues. L'assurance se transformait en prudence nerveuse. Il découvrait ce qu'il avait sous-estimé, la force d'un dossier construit sans précipitation. Ma fille était là, silencieuse. Je la voyais comprendre, lentement, douloureusement. Non pas que je me réjouissais de cette prise de conscience, mais elle était nécessaire. On ne protège personne en entretenant un récit faux. On ne répare rien en fermant les yeux. À un moment précis, on m'a demandé si je souhaitais ajouter quelque chose. J'ai levé les yeux. J'ai parlé calmement. Peu de phrases. Juste ce qu'il fallait pour rappeler une évidence. J'avais toujours géré mes affaires avec rigueur, et jamais je n'avais consenti à être remplacé. Je n'ai accusé personne. J'ai nommé les faits. Le silence qui a suivi n'était pas hostile. Il était dense, chargé de ce que les mots avaient cessé de pouvoir masquer. Mon gendre a compris, à cet instant, que le terrain avait changé. Qu'il n'était plus face à une femme qu'on peut rassurer ou faire douter, mais face à un cadre qui ne négocie pas. Quand la séance s'est terminée, rien n'était encore définitivement tranché. Mais une chose était acquise, son plan ne tenait plus. Les comptes n'étaient plus sous son contrôle. Les décisions futures seraient encadrées. La parole officielle avait remplacé le récit familial. En sortant, il a tenté de me parler. Une phrase. Une justification tardive. Je me suis arrêté, brièvement. Je l'ai écouté sans répondre. Puis je suis parti. Il n'y avait plus rien à dire. Tout ce qui comptait avait été dit ailleurs, là où les faits ont du poids. Ce jour-là, je n'ai pas humilié mon gendre. Je ne l'ai pas affronté par la force. Je l'ai laissé se confronter à ce qu'il avait oublié. La réalité écrite. La confrontation n'a pas été bruyante. Elle a été irréversible. Et pour la première fois depuis longtemps, ce n'était plus moi qu'on observait pour juger de mon capacité. C'était lui. L'éclatement n'a pas pris la forme d'une explosion immédiate. Il s'est installé lentement, dans les jours qui ont suivi la confrontation, comme une onde qui se propage sans bruit. Rien n'était plus comme avant, mais personne ne savait encore comment nommer ce changement. Les certitudes s'étaient fissurées. Les rôles, déplacés. À la maison, l'atmosphère était devenue étrange, presque irréelle. Les gestes quotidiens continuaient, mais sans leur fluidité habituelle. Mon gendre parlait moins. Quand il parlait, ses phrases étaient mesurées,
prudente. Comme si chaque mot pouvait désormais être retenu contre lui. Cette retenue nouvelle disait plus que n'importe quelle colère. Elle révélait la perte de maîtrise. Ma fille, elle, semblait avancer dans un brouillard. Elle oscillait entre une fidélité ancienne et une compréhension douloureuse qui prenait forme malgré elle. Je la voyais relire des souvenirs à la lumière de ce qu'elle venait d'entendre. Des phrases banales, autrefois anodines, prenaient un sens différent. Je ne la pressais pas. La vérité, quand elle s'impose, a besoin de temps pour être intégrée sans détruire. Les discussions familiales se sont raréfiées. Les sujets neutres occupaient tout l'espace. Le temps qu'il faisait. Les enfants. Des détails sans enjeu. L'argent. Les décisions. L'avenir commun n'était plus abordé. Comme si ces mots étaient devenus dangereux. Ce silence à là n'était pas le mien. C'était celui de ceux qui sentent que le sol se dérobe, sous leur certitude. Mais, très vite, les conséquences concrètes ont commencé à apparaître. Des démarches ont été suspendues. Des projets présentés autrefois comme évidents ont soudainement nécessité des validations supplémentaires. Des rendez-vous ont été reportés. Ce ralentissement, presque imperceptible, était en réalité un recul. Le système que mon gendre avait mis en place se désagrégeait, pièce par pièce, au contact du cadre légal. Je n'intervenais pas. Je n'avais plus besoin de le faire. Ce qui avait été enclenché suivait désormais sa propre logique. La loi n'agit pas avec fracas, elle avance avec constance. Chaque vérification appelle une clarification. Chaque clarification réduit l'espace des arrangements. Et dans ce mouvement, les discours rassurants perdent leur efficacité. Mon gendre tentait parfois de se poser en victime d'un malentendu. Il parlait d'intentions mal interprétées, d'une inquiétude excessive, de procédures disproportionnées. Ce récit trouvait peu d'écho. Les mots avaient perdu leur pouvoir de camouflage. Il n'était plus possible de confondre précipitation et bienveillance. Ma fille a commencé à poser des questions. De vraies questions. Pas celles qui cherchent à apaiser, mais celles qui veulent comprendre. Elle me demandait pourquoi je n'avais rien dit plus tôt. Je lui répondais sans reproche. Le silence n'est pas toujours un accord. Parfois, c'est une attente. Et parfois, une erreur. Elle écoutait. Elle ne se défendait plus. C'était nouveau. La famille élargie s'est invitée dans l'histoire. Les versions circulaient, fragmentées, parfois orientées. Je n'ai corrigé personne. La vérité n'a pas besoin d'être défendue sur tous les fronts. Elle s'impose là où elle est examinée sérieusement. Ailleurs, elle attend. Je savais désormais attendre sans me perdre. Il y a eu des reproches voilés. Des phrases comme « Tu aurais dû parler avant »,« Tu aurais pu éviter tout ça ». Je ne répondais pas. Préserver l'unité au prix de sa dignité n'est pas une solution. C'est un report de la violence. Ce que j'avais fait n'avait pas détruit la famille. Cela avait révélé une fracture ancienne. Ce qui s'effondrait, ce n'était pas seulement un projet ou une organisation financière. C'était une hiérarchie implicite. L'idée que certains savent mieux que d'autres, qu'ils peuvent décider à leur place sans les consulter. Cette hiérarchie avait trouvé dans l'argent et l'âge un prétexte commode. Elle venait de perdre sa légitimité. Les enfants ressentaient la tension, même sans la comprendre. Je faisais attention à eux. Je refusais qu'ils deviennent des témoins ou des messagers. Ce conflit n'était pas le leur. La transmission que je voulais laisser n'était pas celle de la rancœur, mais celle de la clarté. On peut traverser une crise sans la transformer en poison. Pour moi, cette période n'a pas été une victoire. Elle a été un passage. Un moment où l'on accepte que certaines relations changent irréversiblement. Où l'on comprend que la paix apparente avait un coût trop élevé. Et que ce coût, on n'est plus prêt à le payer. L'éclatement familial ne s'est pas produit en un jour. Il s'est étiré, lentement, comme une structure qu'on démonte pièce par pièce. Chaque silence confirmait ce que les documents avaient déjà montré. Je regardais cela à distance, non par indifférence, mais par nécessité. Ce qui se défaisait n'était plus à réparer. Ce qui devait naître exigeait un autre fondement que le contrôle. La nouvelle vie n'a pas commencé le jour où j'ai quitté la maison. Elle a commencé plus tôt, au moment précis où j'ai cessé d'attendre que quelqu'un me rende ce qui m'appartenait déjà. Le départ n'a été qu'une conséquence logique, presque administrative, d'un choix intérieur plus ancien. Je n'ai pas cherché loin. Je voulais un lieu simple, sans histoire partagée, sans regard familier posé sur mes gestes.
Un endroit où je pourrais entrer sans expliquer, sortir sans me justifier. J'ai trouvé un petit appartement à la périphérie de la ville, lumineux, silencieux, avec une fenêtre donnant sur des arbres. Ce détail m'a suffi. Les arbres ne demandent rien. Ils existent. Les premiers jours, je me suis installée lentement. Non par fatigue, mais par respect. Chaque objet que je posais avait une signification nouvelle. Je ne cherchais plus à optimiser l'espace pour les autres. Je ne pensais plus aux usages collectifs. Je choisissais pour moi. Cette liberté discrète avait quelque chose de solennel, presque grave. Comme si chaque décision, même la plus simple, réparait un peu de ce qui avait été nié. Le silence m'a d'abord surprise. Pas celui de la solitude pesante, mais un silence habitable. Un silence sans tension, où personne n'attend une réponse immédiate, où aucune phrase ne risque d'être interprétée. Je redécouvrais ce que signifie vivre sans surveillance douce, sans ces petites anticipations permanentes qui fatiguent l'esprit sans qu'on s'en rende compte. Je me suis remise à marcher, longtemps, sans but précis. Je sortais tôt le matin ou en fin d'après-midi, quand la lumière devient plus douce. Je regardais les façades, les passants, les détails insignifiants que je n'avais plus remarqués depuis des années. Cette attention au monde extérieur me ramenait à une présence simple, débarrassée de toute stratégie. Les relations ont changé naturellement. Certaines se sont éloignées, sans conflit. D'autres ont pris une place nouvelle, plus juste. J'ai rencontré des personnes qui ne savaient rien de mon histoire. Avec elles, je n'étais ni une mère inquiète, ni une belle-mère en conflit, ni une femme à protéger. J'étais simplement quelqu'un qui parle, qui écoute, qui existe sans contexte à défendre. Cette neutralité était reposante. Voilà, ma fille venait parfois. Les premières fois, les silences étaient nombreux. Nous parlions peu du passé. Puis, peu à peu, certaines phrases sont revenues, prudemment. Pas pour rejouer ce qui avait eu lieu, mais pour reconnaître ce qui n'avait pas été vu. Je ne demandais rien, ni excuse, ni réparation. J'avais compris que l'on ne force pas une prise de conscience. Elle vient quand elle peut, ou elle ne vient pas. Je n'évoquais presque jamais mon gendre. Non par oubli, mais parce qu'il n'occupait plus le centre de mon existence. Ce qui avait été enclenché suivait son cours, avec ses délais et ses exigences. Je n'étais plus suspendue à l'issue. J'étais engagée dans un présent qui ne dépendait plus de ses réactions. J'ai recommencé à écrire. Différemment. Plus pour prouver, ni pour consigner. J'écrivais pour respirer. Des phrases libres, sans structure, où je déposais des impressions, des souvenirs, des pensées sans objectif. Cette écriture-là n'était pas défensive. Elle me rappelait que tout n'a pas besoin d'être argumenté pour être légitime. Il y avait encore de la mélancolie. Des souvenirs revenaient parfois, chargés de ce que la famille aurait pu être si les choses avaient été nommées plus tôt. Je ne les repoussais pas. Je les laissais passer. Ils ne me faisaient plus douter. Ils confirmaient simplement que j'avais aimé sincèrement, même quand cet amour avait été utilisé contre moi. La nouvelle vie n'était pas une revanche. Elle n'avait rien de démonstratif. Elle était une correction silencieuse. Un réalignement. Je ne cherchais plus à être comprise par tous. Je cherchais à être en accord avec moi-même. Cette exigence-là suffisait à orienter mes choix. Un soir, assise près de la fenêtre, j'ai pensé aux femmes de mon âge qui vivent encore dans des espaces où elles doivent s'excuser d'être présentes, à celles qui confondent la paix avec l'effacement, à celles qui attendent qu'on valide leur lucidité. J'ai ressenti pour elles une solidarité muette, profonde, presque grave. Je ne savais pas encore comment cette histoire se terminerait officiellement, mais je savais déjà comment elle se poursuivrait pour moi. Dans un espace où mes décisions ne seraient plus négociées, où mes silences ne seraient plus interprétés comme une faiblesse, où la tranquillité ne serait plus conditionnelle. La nouvelle vie n'était pas spectaculaire. Elle était stable, et cette stabilité, acquise tardivement, avait la densité d'une liberté enfin assumée. Il y a des fins qui ne ressemblent pas à des victoires. Pas de cris, pas d'applaudissements, pas de réparation spectaculaire. Il y a des fins qui ressemblent plutôt à une ligne droite tracée après des années de détours. Une ligne sobre, sans emphase, mais suffisamment nette pour que plus rien ne déborde. Quand je repense à ce chemin, je ne vois plus seulement la trahison. Je vois le déplacement intérieur qu'elle a provoqué. Longtemps,
J'ai cru que la loyauté consistait à supporter, à attendre, à préserver l'équilibre à tout prix. J'ai confondu la patience avec la sagesse, et le silence avec la paix. J'ignorais alors que certains silences se nourrissent. Ceux qui parlent à votre place. La justice, dans cette histoire, n'a jamais été une vengeance. Elle n'a pas réparé l'affection, ni rendu intact ce qui avait été fissuré dans les liens familiaux. Elle a fait quelque chose de plus discret et de plus nécessaire. Elle a remis des limites là où elles avaient été effacées. Elle a rappelé que l'âge n'annule pas la capacité, que la confiance ne vaut pas consentement, et que l'argent ne confère aucun droit sur la voix d'autrui. Mon gendre a cessé d'occuper mon esprit, non par oubli, mais parce qu'il a perdu sa centralité. Ce qu'il avait tenté d'imposer par l'assurance et l'usure a été ramené à ce que c'était. Une tentative de domination fondée sur le doute et le contrôle. Je n'ai pas eu à le combattre par la force. Les faits ont parlé, calmement, et leur calme a suffi. Avec ma fille, le lien existe encore, autrement. Il est plus fragile, parfois hésitant, mais plus honnête. Nous avançons sans promesses excessives, conscientes que certaines blessures demandent du temps et que d'autres ne se referment jamais complètement. J'ai appris qu'aimer un enfant adulte, c'est accepter qu'il se trompe, et qu'il apprenne à regarder ce qu'il n'a pas voulu voir. Je vis aujourd'hui sans justification permanente. Je ne ressens plus le besoin d'expliquer mes choix, ni de prouver ma lucidité. Cette liberté n'est pas bruyante. Elle se manifeste dans des gestes simples. Décider sans consulter, refuser sans culpabilité, me taire sans disparaître. Chaque jour, je mesure la différence entre le silence qui éteint et le silence qui protège. Il m'arrive de penser à celles qui vivent encore dans l'ombre de décisions prises pour elles, à celles qu'on rassure pour mieux les contourner, qu'on infantilise avec des mots doux, qu'on fatigue jusqu'à ce qu'elles renoncent. Je voudrais leur dire que le doute constant n'est pas une preuve de faiblesse, mais souvent le résultat d'une pression répétée, méthodique, presque invisible. Et que cette pression peut être arrêtée. Je ne suis pas devenue méfiante. Je suis devenue exacte. Plus attentive aux faits qu'aux intentions affichées. Plus fidèle à ce que je vois qu'à ce qu'on voudrait me faire croire. Cette exactitude m'a coûté des illusions. Parfois des relations. Mais elle m'a rendu quelque chose de plus précieux que tout le reste. La cohérence intérieure. Il reste de la mélancolie. Des souvenirs d'une famille telle qu'elle aurait pu être si la vérité avait été accueillie plus tôt. Je ne la rejette pas. Elle fait partie du prix de la lucidité. Mais elle ne me paralyse plus. Elle m'accompagne comme un rappel discret de ce que j'ai traversé et de ce que j'ai refusé de laisser me définir. Aujourd'hui, je ne cherche plus à réparer le passé. Je construis un présent habitable. Un présent où ma parole n'a pas besoin d'être validée pour exister. Où mes décisions ne sont plus négociables sous couvert de protection. Où le calme n'est plus un renoncement, mais un choix. Si je devais laisser un dernier message, il ne serait ni amer ni accusateur. Il serait simple, forgé par l'expérience et la patience. Un message pour celles et ceux qui hésitent encore à défendre leur lucidité, par peur de déranger, par crainte de perdre l'amour des autres, ou par habitude de s'effacer. Le silence peut aussi être une forme de justice.